Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Nous poursuivons l'étude du domaine 5 du programme de l'examen intitulé Les espaces maritimes, le milieu marin et leurs enjeux associés. C'est toujours Joseph Jiménez, professeur d'histoire-géographie, qui vous présente ces vidéos. Un grand merci à toi Joseph et très bonne émission à toutes et à tous. Alors, dans cette partie, nous allons aborder la partie 5.2, les enjeux économiques. Donc, on est toujours évidemment dans le domaine 5, qu'on ne quittera pas ensemble évidemment. Et donc, nous allons traiter des enjeux économiques des océans. D'abord, les zones économiques exclusives, la politique de la pêche, la police de la pêche. Les flux maritimes dans la mondialisation, les énergies marines renouvelables, la Chine, une puissance maritime émergente, et enfin les zones de pêche et d'aquaculture. Ce sont des sujets qui ancrent complètement ce domaine 5 dans la vie actuelle. Comme d'habitude, un petit quiz à la fin et je vous souhaite un bon courage. Alors, dans une première partie, nous allons voir les zones économiques exclusives et les polices et pêche. Donc vous avez sur cette carte les territoires français sur lesquels la France doit veiller, dans les départements d'outre-mer, mais aussi tous les autres territoires. Alors la France, c'est un des seuls États du monde riverain des 5 océans, avec près de 19 000 km de littoral. 97% de la zone économique exclusive de la France se situe outre-mer. Donc protéger ces espaces, c'est une priorité à laquelle participent nos armées dans le cadre de la mission de police des pêches, par exemple. En 2018, les moyens aériens et maritimes des armées déployés au sein des forces de souveraineté ont consacré à ces opérations près de 500 heures de vol et 1100 jours de mer, débouchant sur la réalisation de plus de 300 actions de contrôle et la saisie de 106 tonnes de pêche illégale. Alors, les armées sont engagées donc contre cette pêche illégale un petit peu partout. Ouais, vous avez les chiffres que je vous ai donnés qui figurent sur cette carte. Alors, deuxième partie, les flux maritimes dans la mondialisation. Alors ça, c'est quelque chose de très très important et de très tendance. C'est l'actualité, c'est notre vie. Environ 90% de ce que nous consommons est passé par la mer. C'est quelque chose d'énorme. C'est pas la terre, c'est pas l'avion, c'est la mer. Les marchandises transportées sont très variées, bien sûr, et tout le temps dans des navires adaptés. Donc du pétrole dans des pétroliers, du gaz dans des gaziers, des produits manufacturés dans des porte-conteneurs, des céréales, des minerais dans des vraquiers par exemple. Les navires suivent des routes précisément balisées et surveillées. Les flux principaux relient les grandes aires de puissance de la planète et les espaces de production et de consommation. Alors quelques passages sont stratégiques parce qu'ils sont resserrés et qu'il y a beaucoup de trafic. Le détroit de Malacca, Bab el-Mandeb, Gibraltar, Hormuz et les canaux de Suez, Panama ou la Manche par exemple. Alors, il y a des flux immatériels aussi qui sont tout aussi dépendants des mers et des océans. 90% des télécommunications et d'internet passent par des câbles aussi. Les flux maritimes sont aussi constitués de flux illicites malheureusement, de la drogue par exemple dans les Caraïbes, des flux de migrants ou autres. Alors ici, au point de vue économique, vous avez les 20 plus grands ports de conteneurs au monde. On voit d'un seul coup d'œil que, évidemment, l'Asie et surtout la Chine n'ont vraiment pas de concurrence de ce côté-là. Un port aux États-Unis, 3 en Europe, un à Dubaï et tout le reste en Asie. Alors le transport maritime change beaucoup, de façon très très rapide. Donc l'une des innovations majeures dans les échanges mondiaux, c'est la conteneurisation. Aujourd'hui, les plus gros porte-conteneurs dépassent 20 000 équivalents porte-conteneurs, donc 20 000 conteneurs à bord. Mais aussi tout un réseau de navires un petit peu plus petits. Alors la domination des flux maritimes dans le commerce mondial, ça caractérise aussi la maritimisation des économies qui est très très prégnante. Les coûts et les temps de transport ont énormément diminué grâce aux diverses évolutions techniques. On parle d'une révolution des transports maritimes, RTM. Quelques grandes firmes transnationales dominent le secteur à l'image de Maersk, qui est danois, ou de CMA-CGM, qui est la compagnie française. Les ports du monde entier se sont adaptés au gigantisme des navires et à la croissance ininterrompue des flux.
ce sont les ports asiatiques, et on l'a vu, et chinois qui dominent aujourd'hui largement le monde. Alors le transport maritime évolue en permanence en fonction de la conjoncture économique ou politique, l'évolution de l'environnement. On a déjà vu qu'il y a les passages du nord-est et du nord-ouest, par exemple, autour du Groenland, qui sont en train de s'ouvrir. Il y a de nombreux défis qui restent à relever par les compagnies de transport face aux tensions régionales, les accidents avec le risque de marée noire et autres. Aujourd'hui, Shanghai, c'est le plus grand port de conteneurs, mais c'est Ningbo, un peu plus au sud, qui en tonnage total est aujourd'hui le plus important du monde. Bon, les deux sont chinois, donc on va pas faire le match entre les deux. Voilà ce trafic, je dirais, de ce commerce en fait plutôt. Là, on est au niveau du pétrole, donc on voit évidemment les endroits qui produisent beaucoup de pétrole. Et on voit les flux principaux qui alimentent les grands centres de puissance, États-Unis, Europe et Asie. Alors, les déplacements, c'est aussi les croisières. Voilà, il y a quelques principaux bassins de croisière dans le monde, aux Caraïbes, en Méditerranée, en Asie. Chaque année, c'est plus de 28 millions de personnes qui font une croisière, et la plupart viennent d'Amérique du Nord, d'Europe ou d'Asie. Alors les mers sont aussi parcourues par du trafic illicite. De temps en temps, on fait des découvertes comme ce sous-marin transportant de la drogue vers les États-Unis. Les narcotrafiquants sont parfois très inventifs. Alors, on l'a vu, 90% de ce que nous consommons passe par la mer, 7% de croissance annuelle pour les flux commerciaux maritimes, et plus d'1 million de kilomètres de fibres optiques sous les mers. Donc tout ça, ça fait quand même pas mal. Vous avez là quelques mots, en fait, quelques définitions de ce que nous venons de voir précédemment. Alors un gros morceau aussi, le point 3, les énergies marines renouvelables. Alors ces énergies marines renouvelables comprennent l'ensemble des technologies permettant de produire de l'électricité à partir de différentes forces ou ressources du milieu marin. Alors on les verra en détail, la houle, les courants, les marées, le gradient de température entre les eaux de surface et les eaux froides en profondeur. Voilà. Chacune de ces filières a un degré de maturité et des perspectives de développement spécifiques plus ou moins long terme. Donc ces technologies renouvelables en mer sont pour la plupart au stade de la recherche et de l'expérimentation. Aujourd'hui, à part l'usine marémotrice de la Rance en France, il n'y a pas encore de part de production, mais de nombreux projets de démonstration sont en cours de déploiement. La mer, c'est un milieu riche en ressources énergétiques qui peuvent être exploitées, bien sûr, et nous allons focaliser sur la production électrique via les filières suivantes. Donc, marée motrice, les vagues, les courants, les éoliennes offshore, l'énergie thermique des mers, l'énergie osmotique et l'éolien offshore. Donc voilà quelques-unes de ces technologies, on va les détailler ensemble. Le potentiel mondial, on a estimé qu'en fait le potentiel mondial il est bien supérieur à la consommation mondiale d'électricité. Voilà. Donc c'est vraiment l'avenir normalement. Alors les hydroliennes et les usines marémotrices interviendraient pour peu finalement dans ce total. Les usines houlomotrices pourraient produire beaucoup. L'énergie thermique des mers, pas mal aussi, et l'énergie osmotique aussi. Dans la Grande-Bretagne, et plus particulièrement l'Écosse, c'est le pays le plus avancé dans le domaine des énergies marines. Et ils veulent construire une chaîne d'approvisionnement locale et atteindre des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables, avec plus de 1 gigawatt de concessions déjà accordées et un potentiel estimé à plus de 10 gigawatts. Alors en France, on a des projets d'énergie marine renouvelable, donc vous les avez là, donc de l'éolien surtout en mer, alors de l'éolien posé, de l'éolien flottant, de l'hydrolien aussi, pas beaucoup pour l'instant. En Méditerranée aussi, il y a 3 parcs qui sont à l'étude pour de l'éolien. Alors en France, à part dans le nord, on est plutôt sur de l'éolien flottant. Surtout en Méditerranée, vu le type de littoral. Donc ça fournit 2650 emplois en 2018 avec un très gros chiffre d'affaires et le tout en constante augmentation. Alors voilà les projets les plus avancés. Vous avez donc de l'éolien posé en mer, de l'éolien flottant, ça on vient de les voir. Vous avez une usine marémotrice, vous avez de l'hydrolien, voilà. Donc on explore un petit peu toutes les solutions possibles. Alors
l'énergie marémotrice, c'est l'énergie liée au marais. La différence entre la hauteur entre la pleine mer et la basse mer. Alors, elle peut être exploitée grâce à la construction d'un barrage équipé de turbines dans une baie ou dans un estuaire. Le flux et le reflux de la marée permettent altièrement de remplir ou de vider la retenue et d'actionner les turbines. Alors il faut des marnages très importants pour avoir quelque chose d'intéressant. Au Canada par exemple, dans une baie on a 15 à 20 mètres de différence. Sur les côtes françaises et britanniques, on a un marnage de 5 mètres à peu près qui est suffisant pour ce type d'énergie. Alors la mer, on l'a utilisée avec l'usine marémotrice de la Rance, qui est assez ancienne, 1967. Donc ça a été la plus grande usine marémotrice du monde pendant très longtemps. Elle a été détrônée depuis, mais c'est quand même un équipement remarquable. C'est très bien maîtrisé, ça produit bien, mais c'est à ce jour la seule. Alors l'énergie des vagues houlomotrices, ce qui est très prometteur, parce qu'on pourrait quand même produire énormément d'électricité avec. Donc soit c'est des flotteurs ponctuels ou linéaires, et c'est un système en fait oscillant par exemple, c'est-à-dire que c'est l'onde des vagues qui fait se tordre en quelque sorte ce gros verre que vous voyez posé sur la mer et qui fournit de l'électricité. Alors il y a tout un tas de technologies, tout un tas d'essais et on pourrait recouvrir les océans avec ça, donc forcément un très gros potentiel. Alors cette ressource houlomotrice, sur la façade française, elle a un très fort potentiel aussi. Et un constructeur américain, Ocean Power Technology, a installé en 2011 un pilote à proximité de la côte nord-est de l'Écosse. Cette technologie a été mise à l'eau avec succès durant une période de 6 mois, et donc effectivement il y a eu une assez grosse production d'électricité. Alors l'énergie des courants, on va la récupérer avec ce qu'on appelle une hydrolienne. C'est le principe de l'éolienne, mais avec les courants d'eau. Donc ces hydroliennes, on peut imaginer des engins assez gros, donc une hydrolienne fonctionnerait à peu près 3500 heures par an, beaucoup plus qu'une éolienne. Donc ce sont les courants marins qui font tourner la turbine. Et on est en train d'imaginer des turbines de 21 mètres de diamètre, donc très grandes, et qui produiraient beaucoup d'électricité. Alors, l'avantage de cette énergie, c'est qu'elle s'appuie sur une ressource continue. Les courants, c'est en permanence. Et qui ne change très peu finalement. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant par rapport à l'éolienne terrestre, dont les installations sont immergées, pas de pollution visuelle ni sonore. Alors ces sites sont très spécifiques, il faut une vitesse de courant minimale de 2,5 mètres par seconde, donc on ne peut pas les poser partout. La ressource, elle est localisée là où les courants sont les plus forts, évidemment. Donc en France, il y a le littoral de Bretagne et celui de Normandie, où on a des sites qui correspondent. Alors quelques projets phares, en Bretagne il y a la turbine de l'hydrolienne Sabella D10 qui a été immergée par 55 mètres de fond durant 1 an. Cette turbine, c'est la première hydrolienne française à avoir injecté de l'électricité dans un réseau, celui de l'Hydro-SA. Elle sera replongée pour 3 ans prochainement. En Bretagne, depuis 2012, il y a aussi un démonstrateur qui fonctionne. Prochaine étape, cette hydrolienne doit être immergée pour tester les conditions réelles, en fait, pour confirmer la viabilité de cette technologie. Voilà, donc on en est quand même pas mal en période de test. Alors, les énergies thermiques des mers, ETM. Alors cette énergie, c'est une technique particulièrement adaptée dans les départements d'outre-mer parce qu'il faut des différences de température entre les eaux chaudes de surface et les eaux froides de profondeur très importantes. Plus on produit d'électricité. Alors, projet phare, Martinique, il y a un projet qui est lancé justement d'une production d'électricité. Il a été retenu par la Commission européenne en 2014. L'autorisation a été donnée en 2016. Et donc ce projet a eu un avis favorable et donc il a été validé et devrait être lancé. Alors on a aussi l'énergie osmotique, c'est-à-dire l'exploitation du gradient de salinité cette fois. Alors des centrales osmotiques, on a de l'eau saumâtre, donc salée, en bleu, qui passe dans un compartiment séparé par une membrane semi-poreuse d'un compartiment alimenté en eau douce, en vert. Par osmose, l'eau passe à travers la membrane vers la masse d'eau la plus salée pour la diluer. Le niveau baisse d'autant dans le compartiment d'eau douce et provoque une augmentation de pression dans l'autre. Celle-ci est alors exploitée pour faire tourner une turbine productive
d'électricité. Alors à l'heure actuelle, le rendement de ces centrales osmotiques, c'est un frein. Il n'y a pas un très très gros rendement, loin de là. Les bénéfices potentiels de l'osmose semblent exceptionnels, hein, puisque finalement, de l'eau douce, de l'eau salée, et ça marche. Mais c'est très théorique, c'est une technologie qui est balbutiante. Les membranes, c'est un gros problème, ça fait grimper considérablement la facture, enfin voilà. Donc pour l'instant, c'est plutôt à l'état de test. Alors, ce qui est bien lancé, et beaucoup dans certains pays, c'est l'énergie éolienne offshore. Alors ces structures éoliennes, elles permettent d'élargir la gamme des sites potentiels pour l'énergie éolienne. Ces éoliennes, elles sont posées sur le sol marin à la limite des profondeurs d'eau de 30 à 50 mètres. Ces structures peuvent aller dans des endroits qui sont très profonds. Hein, et ces technologies de flottaison, si c'est le cas, sont empruntées au secteur pétrolier. Donc c'est soit flottant, soit ancré au niveau du sol marin. Une entreprise norvégienne a installé le premier démonstrateur de cet éolien offshore long des côtes norvégiennes dans une profondeur d'eau de 200 mètres. Donc les éoliennes flottantes peuvent être installées dans des zones où le fond marin plonge soudainement, hein, y compris à faible distance de la côte, comme en France. Elles offrent des perspectives de pouvoir s'éloigner des côtes et donc de produire de l'électricité éolienne un petit peu partout. Alors le point 4 maintenant, la Chine, puissance maritime émergente. Alors on en a déjà parlé, mais c'est important de le resituer ici. C'est la politique des nouvelles routes de la soie de la Chine. Il y en a plusieurs, hein. Certaines sont terrestres un petit peu sur le modèle de l'ancienne route de la soie, et d'autres sont maritimes. La Chine, c'est la première puissance commerciale mondiale de nos jours. Elle a intégré l'OMC en 2001. Elle représente à elle seule 12% des échanges mondiaux de marchandises. Et la Chine a modernisé ses infrastructures portuaires, développé des ports à partir de rien. Donc ces nouvelles routes de la soie sont au service de la puissance commerciale de la Chine. Alors d'abord, petit rappel, là aussi, on l'a déjà vu, la Chine, avec un certain nombre de ports, compte 8 des 15 plus grands ports dans le monde, et sa flotte de commerce est la première au monde. Donc, hors pavillon de complaisance, là on est un petit peu à part, on va en reparler sur les pavillons de complaisance. Donc toute son histoire économique repose sur le boom des provinces côtières. C'est les provinces côtières qui sont développées vraiment de façon énorme. Alors, le point 5, les zones de pêche et d'aquaculture. Alors le terme aquaculture, il est utilisé pour qualifier la culture d'organismes aquatiques, et alors ça couvre les poissons, les algues, les crustacés, les mollusques, à milieu fermé, hein, donc bassin, rivière ou étang. Donc c'est pratiqué depuis des milliers d'années en Asie, depuis très longtemps en Occident, donc on maîtrise ça. Chaque année, c'est 52 millions de tonnes de poissons qui sont produits grâce à l'aquaculture, selon la FAO, soit près de la moitié de la consommation mondiale de poissons destinée à l'alimentation humaine. Alors, les avantages de cette aquaculture, d'abord, c'est que ça permet de limiter l'exploitation de certaines espèces menacées et elle permet de répondre à la demande croissante de poissons comme source de protéines. Alors, il y a des inconvénients, c'est que la pratique intensive de l'aquaculture peut entraîner une dégradation des écosystèmes marins et des côtes parce qu'elle implique souvent l'utilisation de produits chimiques. En France, l'aquaculture, c'est 235 000 tonnes de produits issus de l'aquaculture en 2007 et un peu plus de 3000 entreprises françaises de conchiliculture, coquillages, crustacés, algues recensées en 2007 et 461 pour la pisciculture en eau douce et 50 pour la pisciculture marine. Donc la France est passée correctement, je dirais, au niveau de cette aquaculture. Alors voilà une liste assez exhaustive des différents types d'aquaculture, avec les termes exacts, la pisciculture, l'algoculture, l'aquaponie, peut-être moins connue, qui est la polyculture extensive intégrante sous forme de symbiose poissons, mollusques, des végétaux, enfin voilà. Donc tout en symbiose.
La pisciculture, dans l'élevage de poissons, je vous l'ai dit, la cochiniculture, élevage de coquillages, l'ostréiculture, c'est pour les huîtres, l'halioticulture, c'est pour les ormeaux, la mytiliculture pour les moules, la pectiniculture, c'est pour les coquilles Saint-Jacques ou pétoncles, la vénériculture pour les palourdes, la cérastoculture pour les coques, l'élevage de crustacés, l'astaciculture, c'est l'élevage des écrevisses, la pénéiculture pour les crevettes, l'algoculture, les algues, et l'aquaculture multitrophique intégrée, AMTI. Alors, près de 75% par exemple des saumons disponibles sur le marché proviendraient de Norvège et du Chili. Et dans ces deux pays, l'aquaculture est très développée. La Norvège produirait à elle seule 90% du saumon atlantique trouvé dans les étals. Alors, ces chiffres sont de 2020, donc très modernes, pour la conchiliculture, dont la quantité vendue à la consommation en tonnes, on voit donc beaucoup d'huîtres, 92 000 tonnes, des moules, à peu près la moitié, et d'autres coquillages. Donc, total des ventes, 145 000 tonnes de coquillages. La valeur, bon, c'est moins important, on est quand même autour de 500 millions d'euros. La pisciculture, cette fois. Alors, c'est beaucoup de truites et saumons, beaucoup, les trois quarts. Des poissons marins, des poissons d'étang et autres, au total 43 000 tonnes de poissons élevés en France. La valeur des ventes, on est à 210 millions d'euros de chiffre. Alors, vous avez là une carte qui est assez intéressante parce que déjà, elle permet de voir les captures marines des 10 premiers pays et espaces de pêche en haute mer. On voit que le Chili est le pays qui pêche le plus au monde, de très loin. Japon, Corée du Sud, Taïwan, Chine, et on voit la France paraître là-bas avec 98 millions de tonnes de pêche. Vous avez aussi des pays qui sont colorés en fonction de leur consommation de poissons annuels en kilos par personne. Donc plus c'est bleu foncé, plus il y a de consommation de poissons. On voit le Groenland, l'Islande, la Corée du Sud par exemple. Et quand c'est vert, c'est très peu. Alors c'est beaucoup de pays enclavés, évidemment. On s'en doutait. Alors, cette carte est assez intéressante parce qu'elle nous montre la répartition de l'activité de la pêche au niveau mondial. Là, on voit d'un seul coup d'œil qu'il y a certaines zones qui sont très denses au niveau de la pêche, sur les côtes de la Chine, sur les côtes européennes, et d'autres finalement très peu, au Pacifique central, Atlantique central et autres. Alors si on resserre un petit peu ça pour l'Europe de l'Ouest, on voit que les couleurs sont inversées, c'est plus c'est jaune, plus c'est dense au niveau de la pêche, et plus c'est bleu, moins c'est dense. On voit très bien que c'est une pêche vraiment très côtière, pas très loin vraiment au large, qui est ultra dense au niveau de l'Europe. Alors, quelle place occupe le poisson dans le régime moyen? Alors d'un seul coup d'œil, par le biais des couleurs, on voit très bien que dans certains pays, le Groenland, l'Islande, le Portugal, on consomme beaucoup de poissons par habitant, alors que dans d'autres pays, Amérique du Sud, Afrique, des pays enclavés évidemment, là par contre nettement. Alors la répartition mondiale de la production aquacole, on voit d'un seul coup d'œil que c'est très équilibré. La Chine produit à elle seule 58% de produits aquacoles au monde, 15% l'Indonésie, après on descend quand même assez vite, la France ne représente que 0,2% de la production aquacole mondiale. Alors en France, la consommation de produits aquatiques dans son ensemble, c'est de 34 kg par habitant et par an, dont 24 kg de poissons. Le reste, c'est des coquillages et des crustacés. L'aquaculture fournit 10% de ces poissons, mais seulement 1,73%, soit moins de 500 grammes de poissons par an, de notre consommation provient de la pisciculture française. En France, en fait, la consommation des produits aquatiques est toujours dominée par les produits de la pêche, 58% contre 42% pour l'aquaculture, alors qu'au niveau mondial, c'est 53% de produits qui viennent de l'aquaculture. Les poissons d'élevage y pèsent peu, seulement 11% des volumes, et la part des poissons d'élevage français dans la consommation de produits aquatiques présente, selon certaines, les dernières données qu'on a, moins de 2% des volumes, c'est vraiment totalement ridicule. Alors que représentent en gros ces filières de la pêche et de l'aquaculture? Pas mal de choses finalement.
C'est un peu plus de 7000 bateaux en 2015, tous les chiffres sont à peu près de 2015, 16 000 emplois de marins-pêcheurs, 3000 entreprises d'aquaculture, 17 000 emplois en aquaculture. C'est quand même 730 000 tonnes de produits vendus pour 2,7 milliards d'euros. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui est vendu le plus? Des huîtres, beaucoup, du thon, des moules, du merlu, du maquereau. Les espèces importées, c'est plutôt du saumon, des crevettes, du thon. On voit aussi qu'on a 6 milliards d'euros d'importation contre à peine 1,6 milliard d'exportation, donc on est déficitaire de ce côté-là. Et ces produits alimentent 4500 poissonneries de détail, 278 entreprises de mariage et 291 entreprises de transformation. Voilà, ce qu'il faut retenir, on a déjà dit, c'est à peu près 34 kilos de consommation annuelle de produits qui viennent de la mer pour les Français. Et on représente quand même la troisième pêche européenne avec 11% du volume derrière le Royaume-Uni et l'Espagne. Voilà la répartition de la production aquacole au sein de l'Union européenne. On voit que l'Espagne a un temps d'avance quand même avec 22%, la France et le Royaume-Uni 16%, Italie 11%, Grèce 8% et les autres. Alors la répartition de la production aquacole européenne entre les principales espèces cette fois. Donc c'est surtout des moules qui sont produites, truites et saumons, huîtres et... Alors ce graphique il est très intéressant parce que il nous montre que des années 50 aux années 70, finalement, les captures de poissons en mer traditionnelles ne cessent d'augmenter. Par contre, l'aquaculture, elle, reste quasiment pareille. Donc finalement, sa proportion diminue même tout au long. Et le tournant de tout ça a l'air d'être dans les années 90. On voit que tout d'un coup, les captures de poissons baissent ou stagnent. Et proportionnellement, l'aquaculture prend de plus en plus d'importance, donc pour arriver aux années 2000 à quand même quelque chose qui est loin d'être négligeable. Je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine présentation, nous allons parler des pavillons de complaisance, des secteurs d'activité, des biotechnologies marines. Et nous allons avoir un petit quiz pour nous entraîner à l'examen. Bon courage! Alors, question 1. Quelques passages stratégiques ponctuent les routes principales. Les routes maritimes. Le détroit de Malacca, de Bab el-Mandeb, de Gibraltar, d'Ormuz, les canaux de Suez, Panama. Comment sont-ils appelés en anglais? Il y a une expression anglaise pour désigner ces passages stratégiques. S'agit-il A. des choke points, B. des stroke points, C. des strat points ou D. des choco points? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Il s'agissait des choke points, et pas des chocos, à moins que vous ayez un petit creux, évidemment. Question 2. Aujourd'hui, les plus gros porte-conteneurs dépassent combien de conteneurs en nombre équivalent donc de porte-conteneurs? Est-ce que les plus gros porte-conteneurs portent réponse A 10 000 conteneurs, réponse B 20 000 conteneurs, réponse C 30 000 conteneurs ou réponse D 40 000 conteneurs? La réponse était 20 000. Voilà ce que ça donne, c'est quand même des très très gros bateaux. Question 3. Quel est le nom du système sous-marin qui peut produire de l'électricité grâce au courant sous-marin? S'agit-il d'une éolienne? Réponse A. D'une hydrolienne? Réponse B. D'une marémotrice? Réponse C. Ou d'une hydrotrice? Réponse D. Quelques secondes pour vous. Alors, la réponse, c'était les hydroliennes. Donc voilà un exemple schéma. Question 4. Comment appelle-t-on le procédé pour produire de l'électricité grâce aux différences de température entre les eaux de surface chaudes et celles en profondeur qui sont froides? S'agit-il de l'énergie osmotique, de l'énergie thermique des mers, de l'énergie marémotrice ou de l'énergie différentielle? Quelques petites secondes pour vous.
La réponse était le B, les énergies thermiques des mers ou ETM. Question 5. Comment s'appelle l'élevage de tous les coquillages? S'agit-il, réponse A, de la conchiliculture, réponse B, de l'ostréiculture, réponse C, de la mytiliculture ou réponse D, de la cérastoculture? La réponse était réponse A,